We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance is now slowed to subsonic speeds and the heat shield has been separated. Meters off the surface. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marianne Tanzi, directrice académique adjointe des Hauts-de-Seine et j'ai le plaisir ce matin de représenter Madame la directrice académique Dominique Fils pour ouvrir cette cinquième édition du Forum de la Semaine de la Persévérance scolaire. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance is now slowed to subsonic speeds and the heat shield has been Vous avez pu piloter et animer toute cette, comment dirais-je, tout ce lien. Voilà, alors ce qui m'a paru important, mais encore une fois, je pense que de nombreux chefs d'établissement ont fait la même chose, c'est de maintenir vivant le lien entre les membres adultes de la communauté éducative. Le rôle des enseignants et des CPE étant plus spécifiquement de maintenir le lien avec les élèves, ce qui a été évoqué au début de cette table ronde. Alors pour ce faire, moi j'ai fait quelque chose d'un petit peu simple, même si c'était très chronophage, c'est que je m'obligeais tous les matins et tous les soirs à envoyer un mail un petit peu développé à l'ensemble des équipes, c'est-à-dire que les enseignants, les assistants d'éducation, l'ensemble des personnels, secrétariat, etc., de l'établissement. Alors, d'abord dans une optique de ritualisation, ça a été évoqué tout à l'heure pour les élèves, c'était important de le maintenir pour les personnels adultes, et un au revoir, pour dire que la journée commençait et que la journée se terminait, et puis tenir informé de tout ce qui se passait au sein du bâtiment scolaire, puisque le bâtiment scolaire, en fait, n'avait pas totalement disparu. Il était toujours là avec une équipe dite de permanence, composée de 4, 5, 6 personnes selon la taille de l'établissement. Et donc, raconter les petites anecdotes qui pouvaient s'y dérouler, raconter comment les fleurs poussaient au printemps, raconter, on avait eu, alors je trouve qu'on a beaucoup de chats dans notre établissement, et un matin, il y a eu un petit drame, c'est que un des chats sauvages qui était souvent là et que nous nourrissons, auquel nous étions habitués, était mort. Alors, on a raconté le petit chat est mort, comme dans Molière, mais ça a beaucoup plu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je me suis amusé de garder les retours des enseignants. J'en ai gardé presque une cinquantaine, dans laquelle régulièrement ils disent merci de nous maintenir ce lien, on a l'impression d'être toujours là, de voir ce qui se passe. Alors j'ai envoyé aussi beaucoup de photos, notamment dans la phase préparatoire au retour des élèves, pour rassurer les personnels, vous savez qu'il y a une grande inquiétude nombreux étaient les personnels qui avaient peur de revenir dans l'établissement, est-ce que les mesures d'hygiène seraient suffisantes, etc. Donc, photos sur les aménagements, sur les fameuses flèches à sens unique, sur les indications visuelles pour la distanciation sociale, etc. Et puis, de manière plus en lien avec notre métier, bien évidemment également un retour assez détaillé sur les visioconférences qu'on pouvait avoir avec la rectrice, qu'on pouvait avoir avec la directrice académique, pour les associer à la réflexion globale du système éducatif. Et puis également, quand il y en avait un qui avait une bonne idée, eh bien la transmettre pour dire voilà, j'ai des retours, voilà ce que tel de vos collègues met en œuvre. On avait eu beaucoup d'inquiétudes lors de la mise en œuvre des premières classes virtuelles, que les professeurs ne savaient pas bien manipuler techniquement, et puis il y a eu, ça a rapidement été corrigé, mais l'intrusion d'élèves qui n'étaient pas les bienvenus et qui se mettaient à injurier tout le monde, cachés par l'anonymat.
Alors, j'avais un petit peu peur quand c'est arrivé parce que les professeurs qui avaient été les premiers à planter là-dedans ont été les premiers à être refroidis, à ne pas vouloir continuer. Alors, je dis suite comment est-ce qu'on va gérer ça. Donc, finalement, j'ai pris le parti dans mes courriels du quotidien de feuilletonner tout ça. Donc, il dit voilà, aujourd'hui, monsieur Untel, ça s'est mal passé, mais il m'a dit qu'il réfléchissait à une solution. Et le lendemain, on présentait la solution. Et, euh, et, euh, et le troisième jour, les essayait. Ça marche super bien. Et j'essayais aussi de mettre toujours un peu d'humour dans cette présentation des choses. Disant, voilà, finalement, Monsieur Untel a gagné parce que, comme dit le slogan, nous vaincrons car nous sommes les plus forts. Alors, nous C'est stupide, vaincrons mais c'est drôle. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Moi, ce que j'entends là, c'est une. Est-ce que je ne sais pas si c'est une redéfinition de la notion de cadre, puisque c'est un mot qui est très revenu, c'est-à-dire que le cadre, c'est les enseignants qui le demandaient pour le remettre dans le cadre du temps, le cadre du lieu. Vous avez mis le cadre de l'image, c'est-à-dire que c'est le cadre que vous êtes qui portait une parole sous toutes les formes, puisque ça pouvait être l'image, ça pouvait être le factuel, ça pouvait être l'humour, ça pouvait être la rassurance, qu'elle soit en direction des élèves ou des enseignants. Enseignant, rassurance en termes de cadre qui remet une parole peut-être institutionnelle, qui est dans une courroie de transmission. Donc, c'est ce que j'entends dans le cadre, c'est-à-dire tenir le cap de cette réussite, tenir le cap de ce passage, puisque vous parliez de retour en signalétique, là encore. Donc, cette définition de est-ce que vous pensez qu'avec cette situation, la parole du chef, qu'elle soit pédagogique, qu'elle soit rassurante, qu'elle soit cadre, qu'elle soit lien entre l'institution, ne permet pas aussi de faire une parole commune et de faire une parole qui permette à l'autre d'exister? Oui, bien évidemment. Mais ça, c'était déjà le cas avant. Je dirais que la crise que nous avons vécue a permis de vérifier, enfin, en tout cas, dans mon cas particulier, qui pratique un management pas spécialement original, mais qu'on appelle le management participatif, c'est-à-dire de créer du lien avec tout le monde, que je pratiquais avant. Je crois que la force de ce management est révélée, si je puis dire, à la faveur de la crise. Parce que quelque chose auquel je crois profondément, tant pour le management que pour les pédagogies, comme pour tout, les crises révèlent les choses qui étaient solides avant et révèlent la fragilité de ce qu'il y avait avant. À la fois, nous amène à inventer de nouvelles pratiques, mais permet également de pointer du doigt dans ce qui existait avant, ce qui était solide et viable et ce qui ne l'était pas. Ce qui est un retour professionnalisant, j'allais dire, sur une réflexion pour rebondir et revenir vers le métier et le faire évoluer ou valoriser ou souligner ces évolutions. Il y a un retour réflexif et qu'à mon avis, le rôle du chef d'établissement est d'associer l'ensemble de ses équipes à cette réflexion, puisque je pense que la crise était beaucoup plus facile à vivre pour les personnels si elle devenait une aventure intellectuelle. C'est comme ça que j'ai essayé de la présenter. Nous traversons quelque chose qui est très difficile, qui est très fatigant, parce que très chronophage, angoissant à bien des égards, mais quelque part passionnant parce qu'on est en train de vivre une aventure intellectuelle, on est en train d'inventer quelque chose. Et à mon avis, c'était indispensable de mettre cet état d'esprit pour que les gens ne sombrent pas dans la psychose et la dépression. Tout à fait. Et justement, quand on regarde vos témoignages, tous les jours, toutes les semaines, il y a cette notion du premier jour 1, jour 2, jour 3. Quand on arrive à la deuxième semaine, vous commencez, je sens bien en échangeant avec beaucoup d'entre vous que nous entrons maintenant dans une phase de professionnalisation. Et c'est la professionnalisation du lien tissé. Il y a un côté Pénélope dans ce moment où on continue, on persévère, on écrit du texte et on fabrique du tissu. Et c'est à peu près ça, ce qui a été cette
cette dernière année, ces derniers mois de l'année, est-ce que les choses ont évolué avec, depuis septembre dans cette façon de tisser, d'écrire et de communiquer? Est-ce qu'on est revenu du présentiel communicationnel qui se complète de ce que l'on a appris à faire davantage de façon professionnelle pendant la période des 3 mois? C'est-à-dire que la période qui a commencé en septembre, quelque part, est devenue une période plus difficile et je dirais moins exaltante. En tout cas, ça a été plus difficile pour moi de trouver le côté exaltant. Je vais vous expliquer pourquoi. On a vécu en mai, enfin entre mars et mai, d'abord c'était profondément nouveau et d'autre part c'était un cadre totalement différent mais qui est resté le même pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'on a rapidement inventé une nouvelle habitude. Au bout de 15 jours, 3 semaines, on a été habitué, on s'est professionnalisé dans le maniement des outils et on s'est installé quelque part dans quelque chose que l'on maîtrisait à peu près. La grosse difficulté depuis le mois de septembre, c'est la pratique de l'hybridation, qui en soi est très intéressante sur le plan intellectuel, mais que moi, à titre personnel, je trouve plus éprouvante parce que on n'est pas sur un seul rythme. Il faut tout le temps changer de rythme. On est dans une espèce de stop and go. On y va, toutes les règles qu'on a fixées, il faut les rechanger. On croyait qu'on avait trouvé un mode de fonctionnement avec une classe. Ah, paf, elle est mise à l'isolement. Donc, je trouve que c'est plus compliqué. Mais sinon, les règles que j'ai évoquées tout à l'heure, de faire participer, de faire réfléchir les gens, de tisser une communauté, il faut absolument le maintenir. Mais c'est plus difficile dans le stop and go, d'autant plus que on a des gens qui sont beaucoup en présentiel. Moi, j'ai quelques enseignants qui sont personnels à risque, donc ils n'ont pas mis les pieds au lycée depuis 3 mois. Cela, il est beaucoup plus difficile de maintenir le lien avec eux parce qu'on ne va pas faire un mail du quotidien pour 3 personnes. Donc, elles se sentent à l'écart. Donc, c'est plus difficile à gérer. Je dirais que c'est. De toute façon, on fait notre travail parce qu'il faut le faire, mais je trouve moins de plaisir que. C'est un peu dur de dire, hein, parce que la période de l'année dernière était terrible en termes de deuil, de gens malades, etc. Il faut d'autant plus en parler que moi, dans ma famille, j'ai des gens qui en sont décédés. Mais il y avait un côté Christophe Colomb, quoi, une aventure. Je dois dire que depuis septembre, on est un peu. Je suis historien de formation. Hein. Je dirais après l'enthousiasme de 14, on est dans la guerre de tranchées. C'est dur, c'est long, on se fatigue. Et alors on attend. En 17 qu'on attendait les chars et les Américains. Nous, on attend le vaccin. Et on se dit, vivement que ça arrive. Je vous remercie, monsieur pour ce témoignage. Tango Delta. Touchdown confirmed. Avec les travaux qui ont été faits, quand on ne peut pas travailler autrement, et quand on a la filière professionnelle comme celle de M. Bacchiast, on permet de penser autrement, de réinventer, je veux dire, le plateau technique que peut être le restaurant, le plateau technique que peut être la demande de travail dans les filières commerciales. M. Bacchiast, il y a une nouvelle interaction entre les élèves, les enseignants et puis leurs cadres. Oui, parce que finalement, comment fait-on quand on a un restaurant d'application et qu'on ne peut pas avoir de clients pour justement former des élèves qui sont dans le bac pro restauration? Alors, en effet, on a été confronté, comme dans beaucoup de lycées professionnels, beaucoup de lycées professionnels, surtout quand même des filières qui nécessitent une interaction avec une clientèle. Donc, l'hôtellerie est la première concernée, a une difficulté puisque notre formation repose sur le fait qu'on fait fonctionner des restaurants, qu'on appelle des restaurants d'application, avec une vraie clientèle, qui sont généralement des gens du quartier qui sont habitués. Et là, on ne pouvait plus avoir cette clientèle. Alors, on était en difficulté. Un peu les cuisiniers, puisqu'il y avait moins de quantité à fabriquer. Et puis surtout, ceux qui étaient en formation de service en salle, puisque là, ils n'avaient plus l'occasion de se former par des travaux pratiques, en quelque sorte,
en faisant le service du restaurant. Alors, nous avons eu l'idée à ce moment-là, comme on avait le droit de faire manger les élèves à la cantine, de transférer une partie des élèves dans le restaurant d'application et de les faire servir par les élèves qui étaient élèves en restaurant. Alors, dans un premier temps, on a eu cette idée, puis elle nous déplaisait un petit peu parce que on voulait que les élèves qui étaient au restaurant se comportent comme de vrais clients au restaurant, c'est-à-dire qu'ils soient un peu contents d'y aller, qu'ils soient un petit peu exigeants, et non pas qu'ils y aillent comme un élève va à la cantine. D'où l'idée a été de nous associer aux professeurs des filières commerciales et les élèves de commerce, de bac pro commerce, ont été au restaurant d'application, mais dans le cadre d'un travail. C'est-à-dire qu'ils avaient construit avec leurs professeurs une grille d'analyse sur comment voir si le service est bien fait, en quoi il pourrait être amélioré, en quoi le geste commercial du serveur, parce que celui-ci doit vendre des boissons, etc., était bien fait ou pas. Et donc, on a eu une expérience qui a été très, très positive, puisque non seulement nos restaurants d'application ont continué à fonctionner, mais ça a été pour nos élèves de commerce une expérience pédagogique intéressante. Le retour qu'ils en ont fait d'ailleurs à leurs collègues de l'hôtellerie-restauration a également été exploité pédagogiquement, et ça a obligé, je le faisais déjà, mais peut-être pas dans la même mesure, les professeurs d'hôtellerie-restauration à travailler sur des grilles pédagogiques avec les profs de commerce. Donc, on était assez contents parce que d'une contrainte, on a réussi à faire un plus. Et c'est exactement ce qu'on entendait éventuellement auparavant avec Madame Pomanouis ou Monsieur Gentil. Du contrat, vous faites un plus, c'est-à-dire qu'il y a un retour direct à la pédagogie, c'est-à-dire que l'outil, quel qu'il soit, sous forme de grille, sous transformation, revient à la pédagogie, à l'objectif initial et aux missions de l'école. Alors, je me permets de vous couper un instant. Oui, à condition, et ça c'est le rôle des enseignants comme du chef d'établissement, qu'on ne se contente pas de la facilité. C'est-à-dire que la facilité, ça aurait été de dire, et ça a été notre premier réflexe, il faut que ton restaurant fonctionne, il faut qu'on trouve des clients quels qu'ils soient. Et ça aurait été utiliser les élèves en quelque sorte comme bouche-trou. Ça a été notre premier réflexe. Et puis comme on est habitué, les professeurs, moi-même, enfin, tout le temps dans la réflexion pédagogique, on s'est dit non, c'est un peu trop faible pédagogiquement. Et donc on y a réfléchi à le renforcer. Mais j'insiste, si on n'est pas en permanence dans une réflexion qui innerve au quotidien l'établissement, on n'a pas forcément cette réflexion d'enrichir pédagogiquement un acte de survie. Alors cet enrichissement d'actes de survie, il a aussi permis de décloisonner d'une certaine façon peut-être, en faisant intervenir des élèves qui prenaient en charge une partie de l'enseignement attendu par d'autres. Tout à fait. Tout à fait ça. Bien, je vous remercie. Perseverance safely on the surface of Mars. The ground, current velocity. Alors, on vous avait demandé un petit travail préparatoire justement pour conclure cette table ronde que Madame Tanzi, directrice académique, conclura elle-même par rapport à tous les échanges que nous La avons pu avoir aujourd'hui. je vais prendre l'orange, un peu pour les mêmes raisons que les autres couleurs qui ont été choisies tout à l'heure, parce que dans le code de la route, l'orange, c'est entre le rouge et le vert. Alors en France, ça annonce le rouge, mais quand on est dans les pays étrangers, quand on est au rouge, l'orange annonce le vert aussi. Donc voilà, donc c'était cet entre-deux qui nous caractérise. Pour les trois mots, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais historien. Je regrette que notre collègue prof d'histoire ait un problème de connexion depuis pas avec nous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Je vous entends, je me suis connecté sur un ordinateur qui n'a pas de caméra. Ah bah très bien, monsieur Gentil, oui. Donc alors, comme vous êtes là, vous allez peut-être mieux comprendre, tout le monde va comprendre, enfin bon, c'est peut-être un peu spécifique aux historiens. Moi, je donnerais 3 dates, si M. Chalopin et Mme Chabert m'y autorisent. 3 dates qui filent la métaphore militaire que j'ai commencé à esquisser tout à l'heure. Je dirais que l'année dernière, le 16 mars, eh ben, c'est 1914, c'est la bataille de la Marne.
c'est les taxis de la Marne. D'ailleurs, c'était une référence à peine voilée de notre président de la République, c'est-à-dire qu'on met un coup d'arrêt brutal à l'invasion. Ce qui a suivi, eh ben, on va dire que c'est, enfin, la période actuelle, je dirais que c'est 1917, c'est les doutes. Est-ce qu'on va tenir est-ce que l'arrière va tenir d'ailleurs? Vous savez qu'en 1917, il y avait une caricature très célèbre où on voit des soldats qui sont au front, on se dit que ça doit être dur pour eux. Ils disent, pourvu qu'ils tiennent, qui ça? À l'arrière. Donc, c'est nous en fait l'arrière. Est-ce qu'on va continuer à pouvoir faire tenir le pays? C'est la période des doutes, 1917, des révoltes, des révolutions, mais c'est aussi le moment où on comprend qu'il faut attendre les chars et les Américains, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc on attend le vaccin. Et puis là, nous rentrons, je crois, dans 1918. Alors, ce qui est bon signe dans 1918, c'est que c'est la fin de la Première Guerre mondiale. On oublie souvent qu'il y a deux phases dans 1918. Je crois qu'on est dans la première. La première phase, c'est quand la guerre de mouvement reprend. On sort des tranchées, mais c'est les Allemands qui sont à l'offensive. Et ils culbutent les armées alliées et ils sont à nouveau arrêtés sur la Marne. C'est la deuxième bataille de la Marne, celle que nous allons peut-être enclencher mercredi. On va écouter ce que va nous dire le président. Et derrière la deuxième bataille de la Marne, on a la victoire finale, la libération, et nous enlevons les masques, nous, ces masques-ci, et à l'époque, les masques à gaz, des poilus. Merci, monsieur Bacchus. Alors, je vais Pressure répondre. has now slowed to subsonic speeds and the heat shield has been separated. Meters off the surface. We're getting signals from MRO.